Merci Delphine, bonjour à toutes et à tous. Le sujet, attente des consommateurs, besoins des agriculteurs, les enjeux de la transformation, c'est un défi, un enjeu qui est passionnant. Alors bien évidemment, il touche en fait le monde de l'agriculture, mais je voulais simplement vous dire, c'est que ça touche énormément de secteurs. Le 20 octobre, je participais aux 100 ans en fait, justement de France Chimie, où la thématique c'était Accélérons demain, et on a justement discuté de tous ces sujets-là. Et quand on parle de chimie, alors bien évidemment on peut penser en fait à l'agriculture, mais c'est beaucoup plus large. Il y a eu des interventions de groupes automobiles parce que l'industrie automobile est en train de vivre une transformation énorme au pas de charge, de comment passer du thermique à l'électrique assez rapidement, avec des enjeux en fait très forts. Et pour répondre à ça, de façon très claire, il y a besoin en fait de la chimie pour pouvoir alléger les véhicules, parce qu'un véhicule électrique, en fait, c'est extrêmement lourd pour répondre aux problématiques des batteries. Bien évidemment, on a discuté, et c'est vrai que chez Bayer, il y a une grande partie en fait, de nos activités, on est dans l'industrie pharmaceutique, on a discuté de l'industrie pharmaceutique, il y avait le président de Sanofi qui était là, puisque la base des médicaments, en fait, ça reste de la chimie. Et même s'il y a des nouvelles innovations comme les biotechnologies, c'est des médicaments, des produits issus d'organismes vivants, il y a beaucoup de pathologies où, pour le moment, aujourd'hui, on a besoin de produits chimiques. Je prends un exemple, les cancers. Aujourd'hui, dans beaucoup de cancers, c'est la chimiothérapie, en fait, qui existe. Et ça, en fait, c'est issu de la chimie. Donc, juste pour vous dire que ce débat-là, quelque part, oui, il est présent dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, le monde de l'agriculture, mais ça va bien au-delà. Alors, ce que j'ai souhaité faire, c'est d'abord de commencer à ce que veulent les Français, ou quelles sont les attentes en fait de la société. J'ai pris en fait quelques éléments. Alors sur les préoccupations, alors, il y a quelques mois de ça, la préoccupation numéro 1, c'était le Covid. La bonne nouvelle, c'est que le sujet du Covid est un peu moins présent. Peut-être que ça va, suite à l'intervention d'hier, peut-être que ça va remonter un peu dans les préoccupations. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, les deux préoccupations principales des Français, c'est tout ce qui touche à l'environnement, les changements climatiques et le pouvoir d'achat. Et ce qui est d'ailleurs en fait très intéressant, c'est aussi de se dire, mon intime conviction, si on veut réussir des transitions écologiques, il faut absolument intégrer en fait le volet économique, parce que faire l'un sans l'autre, ça ne marchera jamais. La semaine dernière, je regardais en fait, il y avait une interview du ministre Julien de Normandie sur YouTube, et il parlait en fait forcément en lien avec la COP26 sur les émissions de CO2, sur le rôle et les solutions que peuvent apporter en fait les agriculteurs justement dans les enjeux de captation en fait du carbone. Et son raisonnement, il a complètement raison, c'est-à-dire une fois qu'on a dit ça, il faut absolument qu'on arrive à trouver le modèle économique, le compte d'exploitation pour que toutes ces pratiques soient viables financièrement pour les agriculteurs. Comme ça, ce sera pérenne. Le deuxième point, et ça le point numéro 2, c'est plus moi un sujet de préoccupation, c'est quand on interroge les Français sur leur perception, la confiance vis-à-vis de la science, on se rend compte qu'il y a 50% des Français qui font confiance à la science. D'ailleurs, c'est qu'il y a la moitié des Français qui ont une défiance vis-à-vis de la science. Et ça, c'est préoccupant, parce que comme on l'a vu ce matin, il y a beaucoup d'innovations qui viendront en fait de la science. Et si on regarde le sujet sur le Covid et la vaccination, quand on regarde l'énergie que mettent nos politiques, qu'a mis hier le président Macron pour les convaincre sur les bienfaits en fait de la vaccination, c'est quelque chose, c'est je pense, un de nos enjeux en fait extrêmement forts par rapport à ce que la science retrouve en fait ses lettres de noblesse. Après, pour les troisièmes et les deux derniers points, je terminerai sur des éléments positifs, donc sur la bonne opinion, la très bonne opinion qu'ont les Français de l'agriculture. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que ça progresse, puisque 71% des Français ont une bonne opinion en fait de l'agriculture. Et le point 4 sur l'origine des produits, sur le local. On parle de plus en plus de notre souveraineté en fait alimentaire, et ça c'est quelque chose qui est assez rassurant pour notre agriculture française. Je trouvais intéressant quand le président Macron a présenté le plan France Relance 2030, c'est les 30 milliards, il y avait une petite partie pour l'agriculture. Justement, il a adressé en fait les enjeux de ne pas laisser les agriculteurs en fait dans des impasses techniques, parce que si on a des impasses techniques, les agriculteurs en France vont arrêter des productions en France. On va importer les produits. On peut se poser la question en fait de l'impact carbone de l'importation des produits.
et probablement et surtout que les productions seront faites dans des pays où la réglementation, le niveau de réglementation est inférieur. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, on a la chance en France d'avoir la réglementation, une des réglementations en fait les plus fortes, et ça c'est une de nos meilleures protections. Et quand on va se mettre à importer des produits, quelque part les produits sont importés en fait de produits dont alors je ne parle pas forcément de l'Europe, parce que la réglementation est de plus en plus européenne, mais en dehors de l'Europe, on peut se poser des questions sur les enjeux de réglementation. Donc, par rapport à ça, quand on parle par rapport à ces enjeux de transformation, notre intime conviction, notamment chez Bayer, le groupe que je dirige, c'est, et on l'a évoqué ce matin, c'est les solutions combinatoires. C'est l'approche de plusieurs éléments qui vont permettre, je le pense sincèrement, à la fois de répondre aux besoins des agriculteurs. Et mon intime conviction, c'est que de plus en plus, on va être capable d'aller vers des approches personnalisées, hyper ciblées, individualisées, et pour répondre en fait à toutes les agricultures. Parce qu'en France, il n'y a pas une ou deux agricultures, il faut arrêter de les opposer, il y a plein d'agricultures différentes, passant de l'intensif au raisonné, au HVE, au bio. Et donc, quelque part, nous, notre enjeu, c'est de continuer à trouver des solutions pour répondre à ces besoins et de répondre, en fait, aux attentes de la société. Donc, notre stratégie, elle est axée sur 4 piliers qui ont été évoqués ce matin. Alors, je vais commencer par le pilier des produits phyto. C'est un pilier qui reste important. Dans le futur, on va en utiliser, c'est mon intime conviction, on va en utiliser de moins en moins, mais c'est un pilier qui reste, en fait, présent. On croit... Bien évidemment, en fait, on croit à ça. Si on regardait sur là, le groupe Bayer, dans la partie division Crop Science, on investit à peu près 2 milliards d'euros de R&D par an. Comme ça a été évoqué, la recherche, elle est à un niveau mondial. On ne fait pas de recherche pour un pays, on ne fait pas de recherche pour la France. Les coûts de développement sont astronomiques, donc de toute façon, tous les développements sont faits à l'échelle minimale d'une région au niveau mondial. C'est à peu près 2 milliards d'investissements chaque année. Un tiers de ces montants-là, on le consacre sur les produits phyto. Quand on sait que le temps de développement, c'est à peu près une dizaine d'années, donc l'argent que l'on investit maintenant, ce sont des produits qui verront le jour en fait dans 10 ans. Ça veut aussi dire que l'on est aussi intimement convaincu que dans 10 ans, on aura toujours besoin de produits phyto. Moins. Alors après, en 2040-2050, peut-être que ce sera en fait une autre histoire. Et ensuite, bien évidemment, il y a d'autres piliers. Il y a l'axe, toute la dimension semences, la sélection variétale, de développer en fait des semences qui sont de plus en plus résistantes aux insectes, aux maladies, qui ont besoin de moins d'eau. On a évoqué aussi les nouvelles technologies, ce qu'on appelle en anglais les new breeding technologies, avec l'utilisation du ciseau moléculaire. C'est un des enjeux, un débat important. Est-ce que ce qui nous permettrait d'aller probablement beaucoup plus loin dans ce que l'on fait en fait aujourd'hui? Mais c'est un axe de toute façon qui est extrêmement important. Les biocontrôles, ce sera en fait développé, les produits naturels. Pour moi, deux messages. Bien évidemment, les produits biocontrôles, on les utilise dans l'agriculture biologique, mais pas que. En combinaison avec des produits en fait phyto, ça peut être aussi très intéressant. Donc, il ne faut pas opposer aussi, toutes ces activités-là. Sachant que dans le domaine des biocontrôles, c'est vrai que sur tout ce qui est les grandes cultures, les plaines céréalières, on sait qu'on a moins de possibilités d'offres. Et sur les problématiques de désherbage, aujourd'hui, enfin en tout cas nous chez Bayer dans les développements en discutant avec des confrères, c'est extrêmement difficile en fait d'avoir en fait des produits en développement sur les problématiques en fait de désherbage. Et enfin, il y a le dernier pilier, ce que je développerai un peu plus sur toute la partie numérique, digitale, parce qu'elle est passionnante. Donc voilà, les solutions combinatoires, en tout cas, il y a ces axes. Il y a d'autres axes, mais pour lesquels nous, Bayer, on n'investit pas. Toute la partie robotique, mécanique, la partie agronomique. Et c'est cet ensemble-là qui permettront de développer en fait vraiment ces solutions combinatoires, de continuer en fait à avancer, de proposer aux agriculteurs des solutions, de ne pas les laisser dans les impasses techniques et de répondre en fait aux attentes sociétales. Et donc alors, je suis pas un expert du numérique, je suis assez fan du digital, du numérique. Je suis pas en fait un expert. Et pourquoi j'aime beaucoup? Parce que c'est un sujet qui a énormément de facettes. J'ai essayé de les illustrer là, en fait, sur toutes les utilisations qu'on peut en faire. Alors, bien évidemment, il y a l'agriculture digitale, l'agriculture de précision. Et il y a des exemples déjà ce matin qui ont été évoqués. Je veux dire, c'est d'avoir tous les capteurs en temps réel, l'agriculteur qui puisse suivre en fait les activités sur son exploitation, l'aider à prendre les décisions, de savoir quel produit, quelle est la dose, le bon moment, au bon endroit.
Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui se développe, qui a énormément en fait, de valeur ajoutée. Il y a un deuxième axe qui est très intéressant, en tout cas pour nous, c'est toute la contribution du digital au niveau de la recherche. Et aujourd'hui, si je prends l'exemple en fait du développement d'une semence, donc de la sélection variétale, aujourd'hui on croise des lignées pour développer en fait des semences de plus en plus en fait performantes. Et l'objectif, c'est d'aller sélectionner à la fin la meilleure semence. Quand on regarde aujourd'hui la multitude de données que l'on a à disposition, on le couple avec l'intelligence artificielle. On regarde en fait tous les développements, les capacités qu'ont les machines à faire des calculs en fait dans tous les sens. Et ça nous a complètement aidé à transformer en fait notre philosophie sur comment on allait développer des semences. Et aujourd'hui, on est plus dans l'approche, c'est qu'on va désigner, en anglais on appelle du design the best. C'est-à-dire quelque part, on veut une approche prédictive des choses, et on va identifier quels sont les besoins en termes agronomiques, par météorologique, en termes de maladies. Et une fois qu'on a désigné ce dont on a besoin, en fait, on va remonter en fait en arrière, en fait, pour voir au travers de toutes ces analyses quelles sont en fait les différentes lignées qu'on va croiser. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper puissant et qui a, en tout cas pour des groupes en fait comme le nôtre, énormément de valeur parce que en plus, pour un groupe comme Bayer, la science, c'est dans notre ADN. On fait de l'innovation, on investit en fait beaucoup d'argent, et c'est comme ça qu'on va pouvoir en fait développer des nouvelles semences. Le troisième point qui est un enjeu fort, c'est la notion de temps. Je reste intimement convaincu qu'un de nos plus grands enjeux, c'est la notion de temps. Ce que veut la société, ce que veut d'ailleurs le politique, on est sur un pas de temps qui est très court. On voudrait que les choses changent en quelques mois, voire maximum en 2 ans. De toute façon, les mandats de nos politiciens, je veux dire, ils sont assez limités. Donc, les enjeux, c'est ça, sachant que, comme ça a été évoqué, notre pas de temps de la recherche, développer un produit phyto, une semence ou tout autre, c'est une dizaine d'années. On est dans un marché qui est hyper réglementé, ce qui est très bien, mais quelque part, on a ce pas de temps-là. Donc, l'enjeu, c'est comment on arrive à concilier ce pas de temps. Et le digital, le numérique, permet d'aller plus vite. Rien que sur la partie R&D, on a été capable de gagner 1 à 2 ans dans le développement en fait, d'une semence grâce en fait, au numérique. Donc après, il y a plein d'utilisations qui peuvent être faites qui nous permettent en fait, de raccourcir en fait, les pas de temps. Et si on arrive à réconcilier quelque part notre pas de temps en fait, de l'innovation et le pas de temps des attentes, eh bien, je pense qu'on aura beaucoup moins de débats comme on peut en fait, l'avoir aujourd'hui. Et le dernier point, ce sera mon mot de conclusion, comme je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans cet auditoire, c'est que c'est un formidable moyen d'attirer en fait les talents, les nouvelles générations. Parce que dans le monde agricole, en fait, l'innovation est super large. Et je pense que la perception de la société est certainement très différente. J'ai essayé de l'illustrer en fait dans mes propos, de donner une palette en fait de tout le type d'innovation que l'on peut avoir. Et il y a énormément d'innovation. On a des enjeux et des défis qui sont énormes. C'est de nourrir nos concitoyens avec une alimentation de qualité, en protégeant l'environnement. Dans une période où on se pose beaucoup de questions sur le sens de nos activités, je veux dire, la raison d'être en fait de ce que l'on fait, je veux dire, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et le numérique est un outil qui va nous aider en fait de faire toutes ces transformations. Et que même si je ne me considère pas comme un vieux, il y a une réalité, c'est qu'on a besoin des nouvelles générations pour aller nous pousser, pour aller beaucoup plus loin, pour aller beaucoup plus vite dans ce que l'on peut faire. Et donc je pense que ça peut être un formidable outil justement pour attirer les talents. Voilà, merci bien.